Nikolavitch, qui est scénariste, traducteur de bande dessinée, et puis encore plein de choses que vous allez découvrir. Voilà, merci. Merci. Donc, effectivement, une partie de mon métier consiste à traduire des bandes dessinées américaines. Par exemple, la moitié de Batman me passe entre les mains. J'ai passé le week-end à travailler sur Mickey aussi. Enfin, on peut passer dans ce métier, on peut passer du coq à l'âne assez facilement, faire des choses assez différentes. Et là, on m'a demandé ce soir de parler de comics américains et essentiellement de super-héros, avec un thème qui était une figure unique des super-héros, thème très vaste. On va essayer de découper un petit peu pour mieux en parler. Je commencerai par un petit rappel de ce que c'est que le super-héros, d'où ça vient, comment c'est venu à l'existence. Ensuite, on ira creuser un petit peu dans le rapprochage mythique, justement, dans quelle mythologie les super-héros vont puiser, les mythologies classiques, mais aussi des mythologies plus récentes comme le roman populaire. Explorer un peu les thèmes, les passages obligés de la vie d'un super-héros, et ensuite regarder si quelque part les super-héros ne sont pas en train de devenir par eux-mêmes une forme de mythologie moderne. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le premier d'entre eux, Superman, que tout le monde connaît, au moins a déjà vu. Et les gens peuvent se poser un premier problème, c'est de définir de quoi va-t-on parler. Et comme un peu tout ce qui est phénomène de culture populaire, il est assez difficile de définir le super-héros. Si on donne un ensemble de caractéristiques, par exemple le masque, l'identité secrète, les super-pouvoirs, il s'avère que par exemple, Superman n'a pas de masque. Il a un costume mais pas de masque. The Question, personnage créé dans les années 60 par Steve Ditko, n'a pas de costume, il porte un imperméable, il a un masque qui couvre le visage. Certains personnages n'ont pas d'identité secrète. Les 4 Fantastiques, tout le monde sait, dans leurs aventures, qui ils sont et où les trouver. Donc il n'y a pas une définition précise du super-héros, pas plus qu'il n'y a par exemple de définition précise de la science-fiction. Donc je vais reprendre une définition qui avait été proposée par un auteur de science-fiction. Quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que la science-fiction, Norman Spinrad répondait la science-fiction c'est simple, c'est tout ce qui est publié sous l'étiquette de science-fiction. Et donc les super-héros, c'est ce qui commence avec ça. Et ça, comme vous voyez, il n'y a pas encore marqué Superman dessus, c'est une revue, c'est un comic book, donc un magazine d'une 40aine de pages, sur assez mauvais papier, publié en 1938, ce qui montre que Superman, mine de rien, il est tellement super que c'est un vieux monsieur de 76 ans maintenant, et qui garde son bain de jeune fille. Notre Action Comics, c'est une des nombreuses revues du même genre qui existent à partir du début des années 30, qui publie de la bande dessinée. Jusqu'à présent, jusqu'au début des années 30, à 31-32, la bande dessinée, c'était quelque chose qu'on publiait dans les journaux. C'était la bande quotidienne, le comic strip. Mais donc en France, on parlait de bande dessinée, et bande dessinée, ça désignait précisément cette bande quotidienne publiée dans le journal. Il y avait Popeye, il y avait Flash Gordon, Snoopy, les Peanuts sont à la base un comic strip. Et puis petit à petit, les éditeurs se sont mis à réunir les anciens épisodes dans des recueils qu'on a appelés du coup les comic books. En reprenant, et à l'époque on parlait aussi des funnies, les choses rigolotes, puisque l'essentiel, au début des années 30, l'essentiel des séries sont encore des séries humoristiques. Les grandes séries d'aventures comme l'agent secret X9, Terry et les pirates apparaissent dans les années 30. Un de ces éditeurs publie pas mal de séries qui ne sont plus des reprises de comic strip, parce qu'au fur et à mesure que le format prend son essor, les éditeurs, les propriétaires des droits sur Popeye, sur Flash Gordon, etc., font monter les prix. Il arrive un moment où, pour les imprimeurs qui se sont lancés dans l'édition en faisant des recueils de comic strip, il devient moins cher d'embaucher le neveu, le cousin, le jeune homme qui sait tenir un crayon pour remplir les revues, plutôt que d'acheter à prix d'or les aventures de l'agent secret X9. Donc, il y a un éditeur qui s'appelle à l'époque National Comics Publication, qui viendra plus tard DC Comics,
qui publie un certain nombre de ces revues dans lesquelles on a pas mal de choses inspirées de personnages de comic strip. Par exemple, il y a Zatara le magicien, qui est un décal qui est à peine transparent de Mandrake. Il y a aussi des déclinaisons de personnages de pulps, et on reviendra sur ce que sont les pulps un petit peu plus tard, comme Slam Bradley, le détective, ou le docteur occulte, le magicien, etc. Dans ces revues travaillent deux petits gars qui arrivent à New York, ils ont 16-17 ans. Ils ont un projet dans leur carton qui est refusé par l'éditeur, et l'éditeur leur colle des séries de détectives, des séries de magiciens. Et comme ça marche très bien, à un moment, l'éditeur lance une nouvelle revue qui va s'appeler Action Comics, avec des récits d'action, des récits d'aventure. Et au moment de boucler le numéro, on s'aperçoit que tous les auteurs habituels ont livré des pages, ont livré des récits, et qu'il reste 12 pages, donc on ne sait pas quoi faire. Et qu'on n'a pas de couverture. C'est-à-dire qu'on a un épisode de Slam Bradley, on a un épisode de ceci, un épisode de cela, et il manque 12 pages, on ne sait pas quoi mettre dedans, on n'a pas de couverture, et là, les jeunes Joe Shuster et Jerry Siegel lèvent le temps en disant mais nous aussi, on avait d'autres machins qu'on vous proposait depuis 1936 ou 1935, si ça vous dit, on vous le fait là. Et donc ils vendent les droits, à l'époque c'est comme ça que ça se faisait, ils vendent leur histoire, ils vendent les droits du personnage pour quelque chose comme 135 $ de l'époque, alors que ça représente une plus grosse somme que maintenant, mais c'est pas énorme. Et ce personnage qui va servir de bouche-trou à la revue, c'est lui, c'est Superman, qui va faire la couverture, et ça va partir comme des petits pains chauds en hiver. Et là, c'est un nouveau genre de bande dessinée qui est né. Ce personnage en collant, auquel l'éditeur ne croyait pas, va tout de suite, en très peu de temps, très peu de mois, va battre des records de vente et va être imité. Donc très rapidement, l'année suivante, Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson créent Batman. Comme Bob Kane est plus malin que ces petits collègues qui ont fait Superman, lui, il a fait faire des contrats. Donc, dans toutes les bandes dessinées T37, on a la signature de Bob Kane, et c'est Batman créé par Bob Kane. Il touche des droits dessus. Ce qui n'est pas le cas de Shuster. Il faudra attendre les années 70, un procès retentissant quand ils commencent à toucher des royalties sur leur personnage. Le principe de Batman, c'est d'être à l'opposé complet, et c'est aussi, on y reviendra, de ce qui était Superman. Superman a des pouvoirs, Batman n'en aura pas. Superman est un personnage lumineux, Batman sera un personnage nocturne, etc., etc. Pour la petite histoire, Bob Kane avait au départ l'idée d'un homme-oiseau, et puis son assistant de Finger dit ouais, l'homme-oiseau qu'on me donne avec des ailes d'oiseaux et tout, c'est un peu faiblard, donc quelqu'un d'autre fera l'homme-oiseau par la suite. Mais il propose des ailes de chauve-souris en s'inspirant aussi d'une revue pulp des années 30. Et donc ça va devenir Batman, et là aussi le succès est énorme. Dès lors qu'il y a un succès, le succès va être imité, ça va se multiplier. Très rapidement, on va avoir tout un tas de super-héros qui vont apparaître dans diverses revues. Donc là, c'est toujours chez DC Comics. D'autres éditeurs vont, il y a jusqu'à une quinzaine d'éditeurs qui publient du super-héros en 1940. On s'aperçoit quand même que ces personnages-là restent dans la logique de ce qui se faisait précédemment dans les strips. On a un chevalier, comme Prince Valiant, on a un Hercule de Foire, on a des cow-boys, on a des Robins des Bois, on a des personnages de science-fiction. Tout ça, c'est le super-héros, même si Superman a posé un peu des règles et un canon du genre, le super-héros est encore très tributaire, très dépendant de ce qui se faisait juste avant. Donc les personnages, petit à petit, on se retrouve avec des personnages de plus en plus originaux, cherchant, jouant sur les codes du genre. Le fameux homme-oiseau dont on parlait tout à l'heure, qui deviendra Hawkman, on a le Spectre, on a le Sandman, le marchand de sable, etc., Starman. Beaucoup de personnages qui vont apparaître très rapidement. Et comme on est dans les années de guerre, ce genre de personnages deviennent, se font assez facilement, défenseurs de leur pays. Il y a une demande de la même manière qu'il y a énormément de films de guerre à l'époque. Les personnages vont, on va avoir beaucoup de personnages patriotiques qui vont apparaître et qui vont combattre. Le Superman combat la 5e colonne nazie en Amérique. On va avoir l'oncle Sam. Pour les gens qui connaissent un peu la bande dessinée américaine, c'est les débuts du jeune William, il s'appelle encore William Eisner, et Will Eisner deviendra une des grandes pointures de la bande dessinée américaine, plus dans le comic strip que dans le comic book d'ailleurs.
et il sera à l'origine de ce qu'on appelle la révolution du roman graphique dans les années 70, à amener des formats différents du simple fascicule, qui était la règle et la norme dans le domaine. Un autre personnage patriotique, et là qui est devenu très connu, il y a eu encore un film récemment, là qu'on voit d'être une Mornif à Adolphe, j'aime bien, ça me dit Mornif à Adolphe, et les auteurs de comics aiment bien ce genre d'allitération, de jeu sur les mots. Et là, donc, on a la création d'un héros patriotique. On est avant l'entrée en guerre des États-Unis, ça c'est intéressant. Pas mal des auteurs de comic book sont des immigrés récents, des gens qui viennent d'Europe. Les parents de Jack Kirby habitaient en Hongrie, Sidney Schuster, leurs parents venaient aussi d'Europe. Tous ces gens-là savent très bien ce qui se passe en Europe à l'époque. Beaucoup, Will Eisner, Jack Kirby ou Joe Simon, son scénariste, savent très bien aussi qu'en Europe, ils auraient déjà d'énormes problèmes et que c'est pour ça que leurs parents sont partis. Pour la plupart, ils sont juifs, comme les imprimeurs new-yorkais qui impriment les comic books. Donc eux, savent très bien qu'il y a un véritable enjeu à ce que les États-Unis entrent en guerre. Et donc avant Pearl Harbor, ils sont déjà partis en guerre, ne serait-ce que sur le papier. Pour la petite histoire, Jack Kirby par la suite partira vraiment en guerre et il fera la bataille des Ardennes dans l'armée de Patton. On pense pareil, il dessinera pas de comics. Et Will Eisner ou Wallace Wood, eux, dessineront des manuels d'instruction à l'usage des armes. Donc, ces personnages se retrouvent effectivement à combattre l'ennemi. Puis dès qu'on entre dans la guerre, là, on a il devient d'autant plus politiquement admissible d'être guerrier, alors que bon, Kirby et Simon et Captain America ne sont pas forcément très bien reçus au départ. Là arrive un personnage qu'on a vu sur l'image précédente. Ce personnage-là est intéressant à plus d'un titre. Il s'appelle Captain Marvel. Il est fait par l'éditeur Fawcett. Et là, il y a un truc tout simple. Les auteurs se sont aperçus que, même si les comics s'adressent à pas mal de gens, par exemple, beaucoup d'immigrés de Fresh Dot apprennent l'anglais en lisant des bandes dessinées à l'époque. Alors, quand ils lisent Popeye et Pim Pam Poum, qui mangent leur nom, le mot, qui parlent avec un accent épouvantable, ça donne des résultats pas tristes. Mais la bande dessinée est un outil d'apprentissage de la langue pour les immigrés très nombreux à New York à l'époque. Mais sur les comics de super-héros, une bonne partie du public est constituée de jeunes, d'enfants. Et donc, Captain Marvel sera le premier super-héros à être en fait un enfant. Parce que le héros, c'est lui. C'est le jeune Billy Batson qui va être menti d'un pouvoir, par un vieux sorcier qui va lui donner un mot magique, qui le transforme en Captain Marvel. Ça, c'est quelque chose qui va être assez révolutionnaire et qui fait que toutes les bandes dessinées présentant les aventures de Captain Marvel, qui n'est pas publié par Marvel, l'éditeur Marvel n'existe pas encore, il s'appelle Atlas Seaboard à l'époque, mais ça n'a rien à voir avec l'éditeur Marvel, qui publiera par contre un Captain Marvel dans les années 60, mais qui est un autre personnage. Le personnage de Captain Marvel va se vendre tellement bien, ça a tellement bien marché cette affaire-là, qu'il dépassera des ventes de plus d'1 million d'exemplaires, et ça passera très mal aux yeux de l'éditeur de Superman, qui va faire un procès en plagiat, qui va durer plus d'une quinzaine d'années. Et là, c'est intéressant, sur la définition dont on parle de super-héros, le procès va se focaliser sur trois choses. Le personnage vole, il porte une cape, et il porte des bottes. Et c'est là-dessus que les avocats vont se battre. Et ça va mettre 15 ans à se régler jusqu'au point où la mode des super-héros passant dans les années 50, l'éditeur initial de Captain Marvel va lâcher l'affaire et revendre les droits pour une bouchée de pain à DC Comics. Les années de guerre, on continue, on a pas mal de personnages qui apparaissent, qui vont vraiment durer, dont Superman et Batman sont encore publiés actuellement, Captain Marvel aussi, mais quand même moins connu. Flash, là, est en train le personnage de Flash, donc un personnage qui court très vite, et on peut venir déjà sur notre partie suivante, sur la mythologie, ce personnage porte le chapeau d'Hermès, et toute cette imagerie mythologique est très, très courante dans les super-héros des origines, de ce qu'on appelle l'âge d'or, des années 40 ou des années 50. Tous ces personnages-là vont rester une durée. Un psychologue, de la même manière que des auteurs se sont dit, tiens, il faut parler aux petits garçons qui sont lecteurs,
un psychologue, un certain docteur Marston, qui, prendra un pseudonyme pour séparer ses activités de psychologue travaillant pour le FBI et d'auteur de bande dessinée, va se dire c'est quand même embêtant. Les petits garçons lisent Superman, dans lequel Lois Lane se fait attraper par le méchant, attaché au rail, la locomotive arrive, elle est délivrée par Superman. Pour les petites filles, c'est quand même pas un modèle extraordinaire, c'est très passif. Ce homme se dit, on va faire l'inverse, on va créer un modèle, une femme forte, un modèle de femme forte qui sera un bon modèle pour les petites filles. Et donc, c'est dedans, on va avoir Wonder Woman qui va sauver son ami Steve Trevor et qui va attacher les méchants avec un lasso de vérité qui leur permet de faire cracher la vérité à ses adversaires. Et en fait, mine de rien, c'est un petit peu autobiographique tout ça, on ne dirait pas, parce que il faut savoir que le docteur Marston, dans les années 30, travaillait pour l'FBI et était l'inventeur du détecteur de mensonges. Et en fait, son travail se retrouve d'une certaine façon dans les aventures dans Wonder Woman, avec le lasso de vérité. Beaucoup de personnages donc, apparaissent, le docteur Fate continue à publier assez régulièrement, mais un peu oublié de nos jours. Il arrive un moment, à la fin des années 40, la guerre se termine, et on n'a plus tellement besoin de ces figures de héros patriotes. Et même les GIs qui adoraient lire Captain America quand c'était sur le front, vont passer au autre chose. Le super-héros va connaître une éclipse, et en fait, à l'époque, Captain America va se survivre pendant quelques temps, mais sans gloire. Superman, Batman et Wonder Woman continuent à apparaître. Tous les autres disparaissent. Et certains définitivement. S'ils n'avaient été réimprimés récemment, on aurait complètement oublié Stardust, par exemple, ou Fantoma. Au début des années 50, le problème c'est que ce vide dans la bande dessinée américaine va être comblé par autre chose. Plusieurs éditeurs vont se lancer dans les comics d'humour, avec Mad Magazine, par exemple, qui existe toujours. Il va y avoir des comics de romance. Jack Kirby, qui a créé Captain America, va créer aussi le comics à l'eau de rose, et ça va très bien marcher pendant une dizaine d'années. Il va y avoir beaucoup de westerns, beaucoup de comics de monstres, des choses à la Godzilla. En 1956, quand le film Godzilla sort, c'est un gros succès, y compris aux États-Unis dans une version augmentée. On va avoir des bandes dessinées avec des monstres géants qui cassent tout. Il y a aussi des comics d'horreur. Et ça, les choses comme le conte de la crypte, le caveau de l'horreur, etc., sont des choses qui sont conçues pour les adultes. C'est des choses très dures, avec des choses très horrifiques. Ça va pas plaire à tout le monde, et pour pas mal de gens, les bandes dessinées sont un peu pour les enfants. Donc voir sur le même présentoir chez l'épicier, avoir d'un côté des comics de romance, du western, avec le Boys Ranch de Jack Kirby par exemple, qui est un truc clairement à destination des enfants, ou des récits de guerre sur la guerre de Corée par exemple, à côté de comics d'horreur avec des scènes de décapitation, des meurtres, des choses comme ça, souvent faites de façon très graphique par des gens très talentueux comme Al Williamson, Harvey Kurtzman, etc., ou Frank Frazetta. Ça va poser problème, et un psychologue va monter sur ses bons chevaux, s'apercevoir que tous les jeunes délinquants qu'il a examinés lisaient énormément de bandes dessinées. Il faut savoir qu'à l'époque, la télé était encore un luxe, que le cinéma devenait un peu plus cher, et donc de toute façon, tous les gamins, la bande dessinée valait encore 10 cents. Le prix n'avait pas évolué depuis les années 30. Pour 10 centimes, on avait son magazine. C'était vraiment un divertissement de masse, très accessible. Donc, tous les gamins, à l'époque, tous les gamins, délinquants ou pas délinquants, lisaient les bandes dessinées. Mais il va lancer une grande campagne médiatique, qui va être prise très au sérieux, au point qu'il y aura une commission sénatoriale qui va statuer sur le sujet, et pas n'importe quelle commission sénatoriale, puisque le patron de cette commission sera le sénateur Kefauver, qui avait mené aussi la commission anti-mafia. C'est dire si la chose était prise au sérieux, et on l'avait choisi lui parce que dans les années 30, les imprimeurs, enfin dans les années 20 et 30, les imprimeurs avaient partillé avec certains trafiquants d'alcool. Comme on faisait venir les rouleaux de papier du Canada, sur un camion de rouleaux de papier de 3 mètres, il était facile d'avoir un faux rouleau avec dedans des bouteilles d'alcool. Donc il y avait des rapports entre les imprimeurs juifs de Brooklyn et la mafia italienne qui avaient existé dans les années 20 et 30.
et qui du coup justifie que les sénateurs anti-mafia mettent le nez dans les affaires des éditeurs. La réponse des éditeurs va être, avant qu'il y ait des interdictions venant du gouvernement, les éditeurs décident de moraliser le marché et donc de créer le Comics Code. Ce petit timbre qui va durer jusqu'aux années 90, au début des années 90, qui sera un certificat de conformité comme le Code Hays depuis les années 30 était un certificat de conformité morale pour le cinéma. Du coup, on se retrouve à nouveau face à un vide dans le comics. Si on retire les comics policiers, des choses comme Le crime ne paie pas, qui était très connu à l'époque, si on retire les comics d'horreur, si on retire pas mal de choses de ce genre-là, on réduit quand même d'un quart, voire d'un tiers, le nombre de comics en circulation. Il faut trouver autre chose pour... Et là, l'idée de pas mal d'éditeurs, dont DC Comics, c'est de refaire du super-héros. Le super-héros était passé de mode, mais le super-héros permet de faire des choses très spectaculaires, très lisibles, très efficaces, avec une violence pour rire. C'est pif-paf, c'est du gros monstre, c'est pas effrayant, c'est plutôt bon enfant. Et donc, ils vont se remettre à faire dès 53 du super-héros en créant, en remettant au bout du jour Flash, Batman, Superman, Wonder Woman qui n'avaient jamais cessé de paraître, et puis en reprenant leur vieille gloire des personnages comme Flash, qui existaient dans les années 40, mais qui réinventent complètement. Et ils vont réinventer plusieurs de leurs personnages, leur redonner un nouveau nom, un nouveau costume, des nouveaux pouvoirs, de nouvelles origines, pour capitaliser sur un nom qui restait quand même connu, tout en modernisant. Il y a besoin de moderniser un peu le style. Comme pas mal de ces gens-là sont aussi des gens issus de la culture des pulps, qui étaient des revues présentant des romans, des nouvelles, et ont pas mal publié de la science-fiction. On a des gens comme Larry Niven, Edmond Hamilton, Garner Fox, qui sont des auteurs de science-fiction à la base, qui vont se retrouver à écrire des comics et qui amener beaucoup d'idées de science-fiction, dont l'idée des univers parallèles, qui va devenir un des moteurs de pas mal d'aventures de super-héros, puisque si on part du principe que le Flash des années 40 existait dans un univers parallèle, le Flash des années 50 peut le rencontrer. Et donc, du coup, on crée des interconnexions entre des personnages, des séries. Et s'il arrivait dès les années 40 que Batman rencontre Superman, ces choses-là vont se systématiser au point que DC Comics va fonder un groupe, va créer un titre qui s'appellera la Justice League. En français, on appelle ça généralement la Ligue des Justiciers, qui va réunir tous les personnages les plus connus de la maison, comme Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et Flash. Donc, dans les années 50, Wonder Woman continue à apparaître. Le succès de ces nouveaux super-héros peut conduire un vieil éditeur qui existait depuis les années 40 sous diversion, celui qui avait publié Captain America à l'époque, qui avait publié aussi Namor, Le Prince des Mers, La Torche Humaine, qui avait eu quelques super-héros à son catalogue, et qui avait complètement arrêté cette activité-là. Il faisait du comics de monstres et du comics de romance. Il décide, et ils avaient quelques soucis d'argent à l'époque, il décide de se lancer dans le super-héros. On appelle à la rescousse donc, le rédacteur en chef, Stan Lee, qui est là depuis, il a commencé à 16 ans comme brouillot à apporter des cafés aux dessinateurs chez l'éditeur dans les années 40, et Jack Kirby, qui fait du freelance, qui travaille pour pas mal d'éditeurs. Il a travaillé dans les années 50 pour DC Comics, il a travaillé ailleurs, il travaille toujours pour Marvel. L'idée est de créer un groupe de super-héros, mais qui ne soit pas exactement des super-héros, parce que comme l'éditeur va mal, ils ont eu des soucis de contrat de diffusion. Donc c'est le camion, quelque part, ils n'ont pas de camion pour livrer les comics aux épiciers, aux marchands de journaux. Donc ils ont sous-traité ça à DC Comics, le concurrent. Et les termes du contrat sont simples. DC Comics fait du super-héros, Marvel, qui s'appelle encore Atlas à l'époque, n'en fera pas. Continuera ses comics. Il va falloir tricher. Et l'idée d'un groupe de super-héros qui marche aussi bien que la Ligue de Justice fait son chemin. Et alors il y a deux versions de l'histoire qui circulent, celle de Stan Lee, qui est, voilà, il y avait une partie de golf entre le patron de Marvel et le patron de DC, et le patron de DC dit que les super-héros marchent très bien en ce moment. Le patron de Marvel revient au bureau, demande à son neveu, Stan Lee, dis donc, tu me trouves un truc de super-héros, Coco, qui se voit pas trop, mais tu nous fais un truc de super-héros, on va attaquer le terrain.
L'autre version, c'est celle de Jack Kirby, le dessinateur, qui dit voilà, un jour j'arrive dans les bureaux, et là les huissiers sont en train de tout embarquer, c'est la faillite. Martin Goodman, le patron, en train de pleurer sur son bureau. Staline qui me fait il faut une idée là, qu'on puisse relancer la machine. Et là, sur un coin de table, on a inventé les 4 Fantastiques. On n'a jamais su quelle était la vraie histoire entre ces deux-là. C'est sans doute quelque chose un peu entre les deux. Marvel avait vraiment de gros problèmes d'argent à l'époque, et c'était un peu ce nouveau magazine, les 4 Fantastiques, était un peu la bouteille à la mer, le truc de la dernière chance. Comme il y a ce problème de contrat avec DC, vous noterez que les personnages sont en civil. Que ce soit la femme invisible, l'homme élastique, ils sont en civil, ce ne sont pas des super-héros. On est dans un comics de monstres. Et les 4 Fantastiques vont rester très longtemps un comics où on a des créatures gigantesques, des choses comme ça, un comics de monstres plutôt qu'un comics de super-héros. Les costumes vont arriver qu'au 3e ou 4e numéro, par exemple, quand justement l'éditeur sera sorti de l'ornière, aura les moyens d'assurer lui-même sa diffusion et il sera publié par le contrat avec DC Comics. Les 4 Fantastiques, le succès est immédiat. C'est ça qui va effectivement les sortir de la faillite dans laquelle ils étaient en train de s'enfoncer. Et donc, dans les années qui suivent, il va y avoir un certain nombre d'autres séries, souvent scénarisées par Stan Lee, avec là au dessin par exemple Steve Ditko, Jane Colan, etc. Il va y avoir un certain nombre beaucoup de personnages qui vont apparaître. Il s'ouvre en 1961, avec les 4 Fantastiques, s'ouvre même si ce n'est pas l'âge d'or, parce que les critiques ont coutume d'appeler âge d'or des comics les années 40, il y a vraiment un âge d'or de créativité qui s'ouvre avec tous ces personnages-là créés par Marvel, qui vont pousser aussi DC Comics à se réinventer. Et là, dans 4 ans de temps, on va créer l'incroyable Hulk, Thor, Iron Man, les X-Men, les 4 Fantastiques, l'araignée, etc. Très souvent, ce sera le travail de Jack Kirby. Jack Kirby aura créé lui tout seul quasiment la moitié des personnages emblématiques de la maison. Ce qui posera d'ailleurs des problèmes par la suite quand il demandera la reconnaissance de son travail à son éditeur. Éditeur qui aura tiré la couverture à lui, parce que pendant très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70-80 par exemple, quand vous achetiez un comics de super-héros en France, il y avait Strange par exemple, qui était le plus connu, c'était les super-héros de Stan Lee. Et les dessinateurs étaient un peu passés sous silence, alors que Stan Lee écrivant tous les titres de la maison, en fait, il ne les écrivait pas, il donnait un résumé de l'histoire à son dessinateur, qui après brodait pendant 22 pages, pendant les 22 pages qui durait l'aventure, pour en faire un récit. Et à ce moment-là, Kirby il avait 20 ans de métier, Kirby était un des meilleurs. Donc, il a inventé énormément de choses quand il a demandé la reconnaissance. Il y a eu une dispute assez homérique et un transfert, comme dans le football, il y a eu un transfert de Marvel à DC, de Jack Kirby en 71, qui a vraiment fait date. Marvel, tout comme DC, va réactiver ses vieilles gloires. Donc Captain America va devenir un des personnages phares de la maison. Alors que ses aventures avaient cessé de paraître depuis quelques années. Ce qui va se passer aussi, c'est que les comics vont devenir un phénomène culturel, vraiment à ce moment-là. Tout le monde connaissait Superman et Batman, mais dans les années 60, la contre-culture va s'en emparer aussi. Des gens comme toute la Beat Generation, des gens comme Kerouac, Ginsberg, vont lire, vont se passionner pour ce genre de choses. C'est à ce moment-là que Roy Lichtenstein va faire ses agrandissements de cases de comic strip aussi. Il va y avoir, la bande dessinée américaine va commencer à avoir un aura qui va dépasser un peu ces simples frontières de divertissement pour enfants et toucher de plus en plus de personnes, et va devenir même un vecteur de contestation. Et les jeunes manifestants de la fin des années 60 sur le campus américain se reconnaissant énormément dans des personnages comme Peter Parker, Spider-Man, un peu victime du système, qui était une victime du système par exemple. La grande force de Stan Lee, le maître d'œuvre de cette explosion des comics Marvel, c'est qu'il va injecter dedans quelque chose que son concurrent direct, DC Comics, ne fait pas. Il va y avoir une modernité dans les Marvel Comics, ils vont s'attaquer à des sujets de société. Il va aussi y avoir un côté feuilleton. Il va rapidement introduire un côté feuilleton avec des effets de soap opéra,
parfois les comics c'est un peu plus belle la vie, d'une certaine façon, avec des retournements de situation, des choses comme ça, des changements de statu quo, qui vont rendre des choses beaucoup plus vivantes que ce que faisait la concurrence à l'époque, ou l'aventure de Batman. Quand on prenait un magazine de Batman, on avait une aventure avec un début, un milieu, une fin, l'histoire était réglée à la fin de l'épisode. On avait une histoire complète. Si on loupait l'épisode suivant, c'était pas grave. À l'épisode d'après, on avait encore une autre histoire, on avait quelque chose de complet. Avec Marvel, dès 3 ou 4 ans d'existence de cette nouvelle ligne de super-héros, on va se retrouver avec des récits de plus en plus longs et avec des fins d'épisodes haletantes où le sort du monde dépend de ce qui se passera dans la première page de l'épisode suivant. Ça va attirer aussi de plus en plus des dessinateurs beaucoup plus confirmés. La première génération de dessinateurs de comics, à quelques exceptions près, comme Lou Fine ou Will Eisner qui avaient fait des écoles d'art, étaient des gens qui avaient appris sur le tas. Contrairement aux auteurs de comic strip, qui étaient souvent des gens assez respectés, le dessinateur de comic book était un peu un prolétaire du crayon. Ça change aussi dans les années 60, avec l'arrivée de dessinateurs très vraiment sophistiqués, des gens comme John Buscema, qui va dessiner entre autres le Surfeur d'argent pendant des années, des gens comme Jim Steranko, qui livre cette couverture-là, et à la fin des années 60, des gens comme Neil Adams, qui va complètement révolutionner aussi la façon de faire du comics, avec entre autres un passage remarqué sur Batman, mais aussi un passage remarqué sur les X-Men, qui vont complètement, qui vont vraiment monter le standard de ce qu'on attend graphiquement d'un comics de super-héros. Cette période de bouillonnement créatif, avec des hauts et des bas, va se terminer à peu près au milieu des années 80, avec une série d'œuvres très marquantes comme Watchmen, dont voilà une des couvertures de l'édition française, ou The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui vont montrer qu'on a quelque part passé un cap, et que les œuvres marquantes qui vont venir après ça ne seront plus des œuvres au premier degré. C'est-à-dire que quand vous prenez, mettons, un 4 fantastique de Stanley et Jack Kirby, même s'il y a un discours sur la société de son époque, c'est quand même une histoire qu'on lit au premier degré, c'est un divertissement pur. À partir de Watchmen et Dark Knight, les comics vont s'interroger sur eux-mêmes, et les œuvres marquantes vont souvent être une réflexion sur ce que sont les œuvres de super-héros, sur ce qu'est le super-héros en lui-même. Donc on passera à un stade beaucoup plus postmoderne du super-héros, et là qui sort un peu du sujet de la conférence de ce soir, et dont Xavier Fournier la semaine prochaine vous parlera beaucoup mieux. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique et qui connaît très très bien son sujet. Donc je ne vais pas aller chasser sur ces bandes, si je puis dire. Et donc, comme je disais, oui, beaucoup de séries marquantes, comme ici Planetary, j'aurais pu en sortir beaucoup d'autres, vont se poser en commentaire du genre. J'ai vu quelqu'un qui disait tout à l'heure L'Irrécupérable, par exemple, qui est le prototype de ce genre de série commentaire, qui interroge par exemple qu'est-ce qui fait l'héroïsme, pourquoi, où se situe la limite par exemple entre le bien et le mal dans un monde de super-héros. Dans le cas de Planetary, que je cite ici, la série se présente comme des aventures d'une bande d'archéologues et d'enquêteurs qui enquêtent sur la pop culture qui les a produits. En fait, ils vont décortiquer les histoires de monstres à la Godzilla qui faisaient les beaux jours de Marvel dans les années 50, les 4 fantastiques, Batman, Superman, qui vont être passés au prisme d'un travail analytique, souvent assez drôle, mais qui est aussi un commentaire et une critique du genre. Donc on est tout à fait dans autre chose que ce que pouvait faire C.L. Shuster dans les années 40 ou Lee et Kirby dans les années 60. Et donc les comics qu'on va étudier par la suite sont plutôt des choses d'avant cette période-là, d'avant 80. Bon, j'ai mis cette image-là ici, c'est pas grave. On va passer maintenant au côté purement mythologique, parce que là on a vu quelques figures du super-héros, la conférence s'intitule Figures et mythes. Et, comme je le disais tout à l'heure, le super-héros n'est pas de rien. Quand il crée Superman, C.L. et Shuster ont envie de moderniser quelque chose qu'ils aimaient beaucoup, qui étaient les légendes mythiques de guerriers comme Samson et Hercule. Ce sont vraiment les deux personnages qu'ils citent nommément quand ils en parlent. Ils veulent créer une mythologie moderne, enfin quelque chose qui est l'impact, le punch des 12 travaux d'Hercule, des histoires de Samson, des histoires
de la Terre de Troie, des grands mythes de l'Ancien Temps, de Ulysse contre le Cyclope. Et ça va être un peu leur feuille de route au début de Superman. Tous les auteurs de comics vont taper dans ce vivier-là. Le dieu Hercule, par exemple, qui est un des modèles de Superman, va avoir ses propres aventures. Dans Avengers, dans les Vengeurs, c'est un des personnages, pas le personnage principal, contrairement à Thor, mais un personnage assez récurrent. Thor, dans les images, c'est pas grave. Thor est lui aussi un dieu mythologique directement transcrit dans l'univers des super-héros, dans l'Amérique des années 60 ou du début des années 80 pour cette image-là. Donc il y a vraiment le héros mythologique se prête très bien à une transposition directe dans les pages des comics. Et les méchants aussi. Par exemple, Thor, son adversaire principal, c'est Loki. Le Loki des bandes dessinées, il y a un travail de transcription, puisque effectivement, le Loki des bandes dessinées ne ressemble pas tout à fait à ça. Mais Loki, si les gens ont vu les films Thor ou Avengers, ils savent que dans les films, Loki est un beau brun ténébreux. En vrai, Loki ressemble à ça. Hein. C'est plus, avec sa moustache, etc., c'est plus Astérix que Tom Hiddleston. Bon, ouais, j'ai pas eu. J'avais une image aussi sur Wonder Woman. Wonder Woman qu'on a vu dès le départ, c'est un des héros des années 40. Elle a été créée en 40 ou 41. C'est une Amazone qui a été créée sur l'île des Amazones par une intervention directe des dieux grecs. Donc on est dans un fond mythologique. Et une partie de ces aventures vont fonctionner avec des méchants mythologiques, le dieu Arès par exemple, des créatures, l'hydre de l'air, ce genre de choses. Elle va beaucoup fonctionner avec ce genre de références-là, qui sont dans la nature du personnage. La mythologie va devenir une boîte à outils pour les auteurs de comics, très rapidement et quasiment dès l'origine. Une autre forme de mythologie qui apparaît, qui va être beaucoup utilisée, c'est le roman de chevalerie, le roman arthurien. Il y a quelque chose qui apparaît dans le roman de chevalerie et un petit peu avant dans la mythologie nordique, mais qui n'était pas présent dans la mythologie grecque, c'est le super méchant. Parce que le super-héros a besoin d'adversaires à sa mesure. On ne peut pas avoir 50 épisodes de Superman pour après des voyous dans les rues de Métropolis. Il faut à un moment donné un méchant, et c'est peut-être pour ça que cette image s'est là, un méchant qui puisse mettre Superman en difficulté. Donc là, l'idée est d'avoir quelque chose de plus fort que Superman, le genre de personnage qui peut attraper Superman et le secouer. Ça peut être aussi Lex Luthor, qui est plus malingre, mais qui est beaucoup plus intelligent que Superman aussi, qui va jouer ses forces seront à l'inverse que celles de Superman. Ce genre de personnage n'existe pas, ou quasiment pas, dans la mythologie grecque. Par exemple, le Cyclope, c'est une force de la nature. Hector, dans l'Iliade, c'est pas un super méchant. Homère passe beaucoup de temps à nous démontrer qu'Hector est quelqu'un d'honorable, que sa querelle avec Achille est liée au fait qu'il se retrouve dans des camps opposés, et que sinon il pourrait très bien combattre côte à côte sans déchoir. Le grand méchant apparaît, peut-être sous l'influence du christianisme, apparaît vraiment à partir du roman de chevalerie, où on a des chevaliers noirs, des chevaliers félons, et on a, j'ai choisi cette image-là parce qu'elle me semble assez caractéristique, c'est la mort du roi Arthur, et Arthur meurt en combat singulier, en affrontant en combat singulier Mordred, qui est son fils adultérin et incestueux, et qui est vraiment le grand méchant, un des très grands méchants du mythe arthurien. Donc il va vraiment détourner les chevaliers, qui va les piéger, les détruire. Donc là on a une vraie figure de grand méchant, et c'est quelque chose dont les super-héros ont énormément besoin. Très souvent, on définit un héros aussi par ses adversaires. Le référent du roman de chevalerie, on le trouve très facilement. Là, la table ronde, les Avengers, par exemple, qui sont un groupe de héros venant d'horizons diverses, comme les chevaliers de la table ronde. Lancelot n'a pas les mêmes origines que Marc de Cornouailles ou que Tristan. Ce sont des gens aux caractères différents qui se regroupent. Les Avengers, donc qui se regroupent dès les années 60 sous l'impulsion de Lee et Kirby au départ,
se réunissent autour d'une table ronde, et ce ne sont pas anodins. Et dans les Avengers, on trouvera, entre autres, le dieu Thor. On trouvera aussi un Robin des Bois en la personne de Hawkeye, Œil de Faucon, qui au départ est un voleur, mais pour de bonnes raisons, qui va finir par devenir un héros. On a beaucoup de personnages dont les origines peuvent être ramenées à ce référent médiéval. Et je vais montrer une case des années 60 ou 70. Là, on est à la fin des années 80, début des années 90. On a toujours un tableau ronde. Autour de la table, on n'a plus Thor, mais on a Hercule. On a un personnage dont le nom de super-héros est Star Fox, mais qui en fait s'appelle Eros et qui est descendant des dieux grecs. On a une sorcière, on a le chevalier noir. Enfin, on est dans le regroupement des héros et quelque chose qui est tout à fait, qui a une référence très nette et tout à fait assumée par les auteurs au roman de chevalerie. Sachant que des regroupements de héros d'horizons différents avaient eu lieu auparavant. Par exemple, l'histoire de Jason et des Argonautes, c'est exactement ça aussi. Pour une mission difficile, on regroupe des héros. Le poète qui a écrit l'histoire des Argonautes a été pioché délibérément des héros provenant de plusieurs traditions différentes. La tradition thébaine qui a donné Hercule n'a rien à voir avec la tradition thessalienne qui a donné Orphée. Ce sont des personnages très différents qui ont des pouvoirs et un regard sur la vie et le monde représentent des symboles très différents et qu'on va regrouper justement parce qu'ils sont complémentaires. C'est le principe du groupe de super-héros 2000 ans auparavant, mais ce sont les mêmes règles qui président à la fondation des X-Men, des Avengers, de la Ligue des Justiciers, etc. Parfois, ce référent moyenâgeux est complètement assumé par les auteurs. Alors là, on est toujours avec Jack Kirby, vous avez dit qu'on le verrait assez souvent, le créateur de Captain America, qui passe chez DC, chez l'éditeur concurrent, au début des années 70, qui va créer un certain nombre de séries marquantes. L'une d'entre elles, à un moment, dans les années 70, il y a une petite éclipse